Good afternoon to you all, dear viewers of Équinoxe Television. We welcome you to this edition of the midday bilingual newscast. We thank you so much for your trust. Kessi Babanda, bon après-midi. Good day, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce jeudi midi, un enseignant de français succombe à un empoisonnement au quartier Obili dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Alors que son corps est acheminé à la morgue, 4 personnes sont déjà en garde à vue. Retour sur ce triste incident en images et en commentaires avec Élisée Pogba et Ben Christy Moudio. Au domicile familial de Maxime Joué Obili à Yaoundé, un silence de mort règne. La famille est encore sous le choc de la disparition du jeune homme de 35 ans, professeur de français au CES de Ndingon, en Kondjok, dans le département d'Unkam, région du littoral. Tous s'occupaient de moi, mais vous savez que vous avez même 10 enfants. Il y a un qui est unique dans son genre. Celui-ci, c'était mon ami, mon confident, mes amis. La douleur est atroce. La douleur est atroce. Tout débute ce dimanche par une invitation à boire un verre. Il a été invité par ses amis. Il est sorti vers 16h30, 17h. Il est revenu à 4h, invalide. On a seulement suivi un grand cri qu'il a poussé par derrière. Il a crié « Maman !» Quand j'arrive, il était affalé. Il n'arrivait pas à se placer debout, il n'arrivait à rien toucher. Il ne faisait que crier « mon pied, mon ventre ». Conduit au centre hospitalier universitaire de Yaoundé CHU, Joël Maxime rend l'âme moins d'une heure après. La piste de l'empoisonnement est émise comme hypothèse. À sa mort, il s'est métamorphosé, la bouche a changé, les gencives noires, les dents noires, les paumes de main noires, les ongles noircis, les paumes de pied. Directement, les médecins n'ont pas eu besoin de midi à 14h pour nous dire qu'il a été empoisonné. Grâce aux confidences du disparu sur son lit de mort, la famille reconstitue le cercle des amis avec lesquels il a passé la nuit de dimanche. Il me dit, mon cœur s'arrête, mon cœur s'arrête. Je dis, non, si ton cœur s'arrête, tu me donnes au moins un nom. Donc c'est à travers le nom qu'il a donné qu'on a pu retracer. 4 personnes ont été interpellées et sont en exploitation à la brigade de gendarmerie de Melaine. La procédure, comprenant notamment l'autopsie, devrait suivre dans les prochains jours. L'actualité, c'est aussi ce conflit à ciel ouvert entre le ministère de l'élevage, des pêches, des industries animales et la communauté urbaine de Douala. Au cœur de la discorde, le contrôle du nouveau débarcadère de Yupoué. D'autres explications avec Steve Eboulé et Martin Abanda. Sur un espace de 6000 mètres carrés, le débarcadère de Yupoué affiche fière allure. C'est le fruit de la coopération entre l'État du Cameroun et le Japon. À quelques jours de son inauguration, la structure est au centre d'une querelle dans le cadre de sa gestion. Le docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et industries artisanales, signe un arrêté pour l'installation d'un directeur et la création d'un centre de revalorisation de la pêche artisanale de Yupoué. Pourtant, comme le stipule le contrat au sujet de la gestion de cet équipement public marchand, la responsabilité revient à la communauté urbaine de Douala. Cette dernière fait état des violations des accords du projet et la violation du Code général des collectivités décentralisées dont serait responsable le MINEPIA. Il convient aussi de préciser que les équipements publics marchands qu'on appelle vulgairement les marchés sont d'après la loi portant Code général des CTD en son article 156 transférés par l'État du Cameroun aux collectivités territoriales décentralisées. Il est question pour la CUD, non pas de discuter la création d'un centre de pêcherie, ou alors de revendiquer de plein droit l'équipement public marchand qui servirait de siège à ce centre de pêcherie, sur la base du protocole d'accord qui a été violé par l'arrêté du ministre, sur la base de l'article 156 du Code général des CTD, qui est également violé, heurté par cet arrêté du ministre, mais aussi sur la base de l'article 31 du Code général des CTD qui prévoit que tout projet mené par toute entité, y compris l'État, sur le domaine fluvial, doit nécessairement obtenir l'avis du conseil régional. Dans le cadre du bon fonctionnement de ce débarcadère, les missions du MINEPIA sont bien définies. Le MINEPIA a entre autres compétences de promouvoir les pêcheries, la qualité, l'abondance et de doter les pêcheurs
d'un certain nombre d'instruments, de mécanismes qui permettent de garantir la qualité et l'abondance. Approché par notre équipe, le représentant du Minepia dans cette affaire n'a pas souhaité aborder le sujet. Face à cette situation embarrassante, la communauté urbaine de Douala a porté un recours gracieux aux fins de rétraction du ministre et saisi le tribunal administratif du littoral afin de surseoir à l'exécution de l'arrêté du Minepia. Affaire à suivre. Monseigneur Victor Tonier Bakot serait-il maltraité par l'archidiocèse de Yaoundé? La rumeur qui faisait déjà grand bruit au sein de l'opinion publique a été stoppée net par Monseigneur Jean Barga dans un communiqué. La mise au point de cette affaire dans ce reportage que signent Aïk Cyril et Joël Essengui. C'est une mise au point plus ou moins claire de l'archidiocèse de Yaoundé. Depuis 2013, date de sa démission, Monseigneur Victor Tonier Bakot reçoit, selon les directives ecclésiales et canoniques, non seulement une pension retraite, mais aussi une prise en charge substantielle, conformément à son statut d'archevêque émérite. Mais tout est parti d'une lettre du professeur Chandan Tomé. L'homme politique sollicite en effet le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, afin que ce dernier se penche sur la situation de l'ancien archevêque de Yaoundé, que Chandan Tomé présente aujourd'hui comme un indigent faute de prise en charge. Réagissant à ce SOS plutôt malvenu, l'archidiocèse souligne ce qu'il considère comme une mauvaise foi de la part de Chandan Tomé, d'autant que sa sortie, peut-on lire dans le communiqué, rappelle douloureusement la grande histoire de ses services juridico-financiers à l'archidiocèse de Yaoundé. Pour l'archidiocèse de Yaoundé, il s'agit d'une cabale qui ne date pas d'aujourd'hui. En 2019, un certain Albert Roland Amogo, en fuite à l'étranger depuis sa condamnation à une peine de prison pour des faits de détournement de deniers publics, écrivait déjà que Monseigneur Victor Tonier Bakot était réduit à la mendicité pour survivre faute de dispositifs de prise en charge. Clairement indexé, Monseigneur Jean Baga avait dû sortir au travers d'une lettre pour rappeler que malgré les difficultés financières de l'archidiocèse, que Albert Roland Amougou avait plongé dans une banqueroute indescriptible du temps où il officiait comme économe diocésain, l'archidiocèse malgré tout assurait le paiement régulier des émoluments de Monseigneur Victor Tonier Bakot comme archevêque émérite de Yaoundé jusqu'à la prise en charge de ses autres besoins, incluant l'assurance santé, le salaire de son personnel d'appui, sans oublier les interventions ponctuelles telles que la réparation des véhicules mis à sa disposition, l'achat ou la réparation du mobilier, entre autres. Intéressons-nous à présent au jeûne du Ramadan, débuté il y a quelques jours avec la forte chaleur observée depuis quelque temps dans la ville de Douala. On est bien curieux de savoir comment les fidèles musulmans font pour tenir chaque jour jusqu'à 18h. Claude Equa et Hubert Michel Kameni sont allés à leur rencontre. Il est 12h30 à la mosquée Lumière de Niobel dans le 2e arrondissement de Douala. Les fidèles musulmans se précipitent pour la prière de la mi-journée. Le jeûne du mois de Ramadan est à son 8e jour et chaque fidèle a adopté une attitude bien différente des jours ordinaires. S'alimenter par exemple est désormais réglementé. S'élever à 4 heures manger est très important pour un musulman. C'est conseillé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ceux qui s'élèvent même boire de l'eau simplement. Le mois de Ramadan de façon générale est une période d'abstinence en toutes choses. Une nécessité pour accomplir l'un des grands piliers de l'islam. C'est durant cette période-là que tu apprends la maîtrise de soi. Parce que voyez-vous, voilà la nourriture devant vous ou de l'eau. Vous vous abstenez de ne pas manger, de ne pas boire parce que vous savez qu'il y a quand même un être qui contrôle votre être. Le point de départ du jeûne de l'aube est essentiel. On nous conseille de manger des fruits, de boire du bouilli. Vous savez, pour un Africain, il faut du couscous. On l'appelle tout en Aoussa, avec des légumes. C'est ça qui accompagne le jeûneur à résister. Sous une chaleur tonitruante dans les localités à forte température comme Douala, il est possible de s'abstenir, mais il faut avoir la foi. Nous adorons Dieu et c'est Dieu qui nous permet vraiment de résister. D'abord, il y a la volonté et de deux, c'est psychologique. De trois, nous faisons ça pour Dieu. Cependant, certaines actions peuvent annuler le jeûne. Dans ce cas, une mesure disciplinaire pour renforcer la maîtrise de soi
est importante. Il y a un problème d'habitude et aussi le degré de foi et de conviction. C'est ça en fait qui forge l'homme. Même si le jeûne s'étend du lever au coucher du soleil, les usagers doivent essayer de faire 3 repas par jour. Le premier avant l'aube, le second à la rupture du jeûne et le troisième quelques heures après. 20 mars 1984, 20 mars 2024, cela a exactement fait 40 ans hier que le Cameroun était sacré champion d'Afrique de football pour la première fois de son histoire. Nana Paul Sabin et Dalassiana nous replongent dans ce moment historique avec quelques anciennes gloires du football qui avaient pris part à cette compétition. Le 18 mars 1984, au bout d'une finale renversante au stade Houphouët-Boigny, le Cameroun, mené très tôt dans le match, s'impose finalement devant le Nigeria 3-1. Ainsi, les Lions indomptables remportaient leur premier trophée de champion d'Afrique. Il s'en est suivi un moment de bonheur inégalé dans la communauté camerounaise en Côte d'Ivoire. Je me souviens que comme c'était la première fois que le Cameroun remportait une grande compétition, c'était la folie aidée par les Ivoiriens parce qu'on était sur place là-bas et les Ivoiriens nous ont bien aidés à faire la fête. De retour au Bercail, les champions d'Afrique sont accueillis en triomphe. Mais la tournée pour célébrer le sacre à travers le pays est interrompue par un événement malheureux, la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Ouais, c'était une fête très grandiose. Il fallait donc faire le tour des provinces, comme on l'appelait à l'époque. Et puis subitement, pour quitter le Bamenda à l'est, il y a eu le fameux coup d'État et tout s'est stoppé. C'était une grande fête, mais qui s'est achevée en demi-teinte. Après ce premier sacre qui propulsait les bains des joueurs de l'expédition ivoirienne dans la légende, le Cameroun a remporté 4 autres titres continentaux. Il y a 2 mois, les Lions indomptables étaient de retour en Côte d'Ivoire à la faveur de la phase finale de la 34e CAN. Mais les successeurs de Théophile Abega, Djeya René, Ibrahim Aoudou, Bravatin Djonkep, Emmanuel Koundé, Edmond Enoka et bien d'autres ont manqué l'occasion de rééditer l'espoir de 84. Je pense que comme nous sommes 40 ans, ça aurait été bien que ce soit 40 ans avec un nouveau titre puisqu'on revient de Côte d'Ivoire. Malheureusement, 40 ans après, c'est au stade Houphouët-Boigny qu'on a été éliminé. Oui, ces dernières années, on n'a pas gagné, ça ne va pas bien, bon, mais je pense qu'on devra travailler, ça va revenir. Des 22 joueurs du sacre d'Abidjan, 5 ne sont plus de ce monde. Théophile Abega, Luc Bassi, Eli Onana, Charles Toubé et Jacques Guéa. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Angelo qui donne du sourire aux Camerounais en leur offrant des véhicules, des téléphones, entre autres. À quelle occasion ces lots sont-ils distribués, mais surtout qui sont les lauréats découvertes dans ce reportage? Dans une salle pleine à craquer, la joie se lit sur le visage de ces nombreux Camerounais venus participer à la cérémonie de remise des prix organisée par l'entreprise Angelo. Au total, 6 véhicules flambant neufs et des distinctions honorifiques décernées aux acteurs de cette entreprise qui se sont démarqués au cours de l'année. The day was a wonderful one, a great one, that just in 1 year, the recognition this company has given me is a wonderful one. I won the trip and I won the car. So I'm encouraging everyone. This company has come to change the lives of many. And if you are not still out there doubting it, we are a testimony and we are saying that it is one, no number one. Angelo is the number one. Cérémonie au cours de laquelle des tirages au sort ont permis à une 50aine de personnes de gagner plusieurs lots, dont des téléphones portables, du cash, des t-shirts et plusieurs parapluies. Angelo is a brand new company that has just been launched in Africa, launched in Nigeria exactly a month ago. We've launched in country Mozambique last week. We are launching Angelo Cameroon today. And April 24th, we'll launch Angelo Ghana. And so we are going to go to different countries. Angelo is here to empower people, to change your financial status, change your financial story, and make you financially independent. Au-delà du côté festif, la multinationale Angelo a invité des participants à intégrer leur réseau de marketing. In the next 6 months, actually,
we see Angelo transforming the lives of so many people in Cameroon and other countries in Africa, not only Cameroon, other countries in Africa and the world as a whole. Because the company has unique and wonderful products that are able to transform the lives of people in terms of health challenges. And they also have a beautiful compensation plan that will help people to transform their financial life from what it is now to a better one. So Angelo is a young company which just have 3 years history in China. So from this year, we are opening our window to the overseas market. So to Cameroon, today is our launching event. Our vision and mission is to bring the health and anti-aging concept to Cameroon and become a leading company in this anti-aging industry. L'entreprise Angelo a pour principale mission de promouvoir la santé et le bien-être des personnes. Ses produits permettent, entre autres, de lutter contre le vieillissement. À Douala, ses bureaux sont situés à Bonapriso, derrière le collège Le Rousseau. Fin de la première partie de votre journal. La seconde partie se poursuit en langue anglaise avec vous, Essiel Ossilien. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second part of the news. A factory that produces fake palm wine in Yaoundé in the central region has been dismantled by security forces. The suspects say they make use of starch, sugar, and other chemicals for production, as Mala Glory tells us more. The process of tapping fresh palm wine being jeopardized by some individuals of bad faith at the Minkwamius neighborhood in Yaoundé Center region. In these barrels and gallons of several liters of supposed palm wine fabricated with the aid of starch, sugar and other chemicals. After all these elements are well mixed, it is left to ferment for a period of 2 to 3 weeks. After being informed of the existence of such factory, security elements stormed the site. Les populations de la ville de Yaoundé se plaignaient de différents malaises dus à la consommation d'un vin blanc naturel. The population of Yaoundé have been complaining that recently they fall sick after consuming palm wine, so we decided to launch investigations, which led us here. We noticed that these guys use water carried from the well. It's really a pity. The producers of this dangerous substance got arrested at the Mokolo market while they were supplying the palm wine to their clients. The 4 suspects will have to appear before a competent court to answer for their crime. Meantime, the Archbishop Emeritus of the Yaoundé Archdiocese, Monseigneur Victor Toye Bakot, accuses the current head of the Yaoundé Archdiocese, His Grace Jean Baga, of not paying his complete pension. That was in an outing made by a lay faithful Shanda Tome, as Anne Abila tells us more. Sent out by Shanda Tome, a lay Catholic faithful of the Our Lady Queen of the Apostles Cathedral in Yaoundé, says that the Archbishop Emeritus of the Archdiocese of Yaoundé, Monseigneur Victor Tonye Bakot, doesn't receive the complete amount of the financial allowances which he is due. Adding that, Monseigneur Tonye Bakot receives less attention from the head of the diocese, who is His Grace Jean Barga. In what seems like a quick response, His Grace Jean Barga in a communique counteracts the words of Shanda Tome and qualifies his outing as defamatory, aimed at discrediting the Yaoundé Archdiocese. His Grace Jean Barga states clearly that according to the canonical and ecclesial norms, the Emeritus Archbishop Victor Tonye Bakot, since his resignation in 2013, receives his complete pension plus other financial benefits. His domestic staff are being paid. He's got total health insurance, buying and maintaining of cars put at his disposal, among others. All the above expenses are being borne by the Archdiocese of Yaoundé. Worthy of note is that it's not the first time that Monseigneur Victor Tonye Bakot or his close ones come out publicly to cry out loud that he is being neglected or poorly taken care of by His Grace Jean Barga. In 2019, the then bursar of the Yaoundé Archdiocese, a certain Roland Amogu,
went public to say Monsignor Victor Tonye-Bakot's health was failing, with very little or no attention from the Archdiocese of Yaoundé. His Grace Jean Barga again, in another communique, counteracted that, according to him, his predecessor, Monsignor Victor Tonye-Bakot, is properly taken care of and has very little or nothing to complain about. And now we talk education. The Faculty of Science at the University of Douala is still without sufficient laboratory and sufficient practical laboratory equipment to facilitate the learning and the teaching process of the students. The over 8,000 students still make use of tools that are about 30 years old, as Innocent Azei tells us more. The Faculty of Science at the University of Douala is 30 years old. Despite the vital role science plays in the emergence of water nations, in Cameroon this is hard to confirm because of the rope around its neck from the base. We have a rising number of students but with limited facilities. Not only facilities for lectures, facilities for labs, for laboratory and for experiment and all those things. You know, Faculty of Science is typically an experimental faculty. So it is difficult to do without practicals. And this is really a constraint that we are trying to mitigate at the daily level. Challenge that has really dropped the numbers of the students that we had is the bad state of the road leading to Pekadisek. Lecturers in this Faculty of Science at the University of Douala are leaving no stone unturned to train students with the required scientific or professional aptitude. In every subject, the lecturers will try their best to do what we call a micromanagement, to evaluate at daily basis the students to make sure that the message or the competencies that we have in our curricula can reach the final destinations that are the students. And also at the government level, we're just expecting them to build facilities to equip our laboratories so that we can really increase our responses in terms of those requirements of the students or in terms of the requirement of the training of the students. These challenges and expectations were revealed on the occasion of the 30th anniversary celebration of this Faculty of Science. It's just like an evaluation in order to celebrate excellence. During this week-long activity, all the former graduates of the Faculty of Science will come back to a reunion with their siblings to share their experience. What they can boast of is graduating tens of thousands of students who are contributing in the development of Cameroon. What is most amazing to these lecturers is that their number has risen from 6 since creation to about 180 30 years after, with over 8,000 students. Meantime, Cameroonians say there is nothing to be happy about in the country. They add that this is due to high cost of living, unemployment, and also that which is characterized by hardship. The people were speaking on the occasion of the International Happiness Day celebrated on the 20th of March. For me, Amshon Sanda tells us more. Proponents say that the International Day of Happiness is not just another date on the calendar, but a global movement towards a happier, more inclusive and resilient world. This objective is, however, not shared by most Cameroonians who say that there is nothing to be happy about in the country. Donc il n'y a aucune raison pour un Camerounais d'être heureux à l'heure actuelle. Pourquoi on va être heureux? On va être content de quoi en fait? There is nothing to be happy about in Cameroon. We spend a whole day without a reasonable income, while loads of charges await us at home. Tell me what a Cameroonian should be happy about. Moi je me pose la question de savoir on va être content de quoi? Je n'ai aucune raison d'être heureux. This other Cameroonian says that increasing cost of living in the country has pushed the reasons to be happy far off away from Cameroonians. No, c'est pas heureux, c'est pas heureux. I am not happy. The cost of living is extremely high and life has become very difficult with salary arrears and so on. The problems are not only general but sectoral problems, as the young people say that unemployment and joblessness is killing them slowly. Je suis pas heureuse parce que nous souffrons. Nous jeunes. I am not happy because we, the youth, are unemployed. Even after studying and having certificates, we still can't find something to do. However, some Cameroonians like him have reasons to be happy. Ouais, je suis heureux. Je suis heureux parce que déjà je suis en santé. Je vis, il va dire que je vis bien.
The International Day of Happiness 2024 is a movement towards a happier, sustainable and a suitable world. At this time of uncertainty and conflict, this year's Happy Together theme reminds the world that lasting happiness comes from feeling connected to others and being part of something bigger. Meanwhile, Muslims in the southwest region are also taking part in the fasting and prayer ahead of the Ramadan despite the high cost of living. During this period, the Holy Quran recommends that they share with the needy. The Imam of Mutengene, Chief Suleimanu, shared some basic commodities to the people, and Abila tells us more. As Muslims continue or intensify the fasting period ahead of the Ramadan, prayer, sharing and also almsgiving are also part of the 40-day period to prepare for the feast. In the crisis-stricken regions like the southwest and northwest, some imams use the period to reach out to the less privileged. As the Quran commands, those who have more share the little they have with the needy. This is the case with Chief Alhaji Suleimanu Hamasani Iya of the Mutengene Central Mosque, who shared bags of rice, sugar, oil, and other basic needs to Muslims. During the fasting period, Muslims and non-Muslims alike communed in the generous gesture in the mosque situated at the Mutengene roundabout. According to the Holy Quran, sharing during this period of fasting brings enormous blessings to the giver. And now we talk sports. It is already 40 years since Cameroon won the first African Cup of Nations, and Cote d'Ivoire several years after. Cameroon has picked several other titles. Our reporter Manjikan Gabriel met with some key actors who participated in the 1984 Nations Cup. Let's discover. The African Cup of Nations 1984 was the turning point for football in Cameroon after past defeats in the continent. After 1972, people really disliked the team. They were like, our national team has never won any game. Not any trophy, but any game. So at any game, we were just ranked underdogs. The likes of myself, Roger Miller, Tofila Bega, Grégoire Mbida, Ndumbeleya, Francois, Awudu. The Lions went through tough times in the hands of supporters because of their poor performance. We were coming to training singing the songs of 1972, which was very, very, very horrible for people. But we tried to embody that and suffer and tried to overcome the feeling of 1972. The insult from the supporters gave courage to the Lions, who went to the AFCON in 1984, more determined than ever. In 1984, I remember we were looking at ourselves and we were saying, this is ours. Our eyes were saying this is our last chance to do it. And we have to do it, because if we don't do it, it will never happen again. At the finals, Cameroon defeated Nigeria 3-1 to get their first continental title. What was the difference in that team of 1984 and that of today? The difference was that at our time, everyone played at home, and we understood each other. Each player must have had at least 4 seasons with his club, and changes of clubs weren't as we have now. 40 years after the first title of Cameroon, the former players are now calling for more seriousness within the indomitable Lions for more victories. Ladies and gentlemen, it is with that report compiled by Smart Jikan Gabriel that we draw the curtains of today's edition of the Midday Bilingual Newscast. We thank you so much for your keen attention. We live in the company of interesting programs. Christine Babanda, do have a nice day. Do have a beautiful day. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.